Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marielle, mentor et formatrice pour Online Business Manager. Aujourd'hui, je sais qu'on aborde un sujet qui intéresse la majorité des entrepreneurs, la majorité des freelances, puisqu'on va parler de stratégie. De stratégie pour trouver ses clients. Et si aujourd'hui tu envisages de démarrer ton activité ou que tu es en train de démarrer ton activité, c'est forcément une question que tu te poses. Où je vais trouver mon prochain client? Comment je vais pouvoir trouver mes clients? Que tu sois OBM, assistante virtuelle, c'est une question légitime. Alors, tu le sais sûrement, il existe plein de façons différentes pour trouver ses clients. Et ce que je te propose dans cet épisode, c'est de partager mon avis en tant que mentor sur chaque stratégie et particulièrement dans le contexte de quelqu'un qui débute. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne YouTube et qui écoutent ces épisodes de podcast sont en début d'activité. Je vais me remettre dans votre contexte et je vais analyser et classer 9 stratégies pour vous permettre de les découvrir et aussi pour vous aider à voir quelles stratégies vous pourrez mobiliser en vous lançant dans votre activité. Et pour l'occasion, j'ai piqué le concept des tier lists. Je ne sais pas si tu connais le concept, mais l'idée, c'est de classer différents éléments dans des catégories différentes. Le concept des tier lists propose plusieurs catégories, des fois 5 ou 6, mais là, je vais garder 3 catégories avec un code couleur assez simple pour que tu puisses t'y retrouver. La catégorie verte, ce sont les stratégies pour lesquelles je dis un grand oui. Donc ces stratégies-là, ce sont celles que je recommande à mes clients, que je te recommande aussi d'explorer lorsque tu te lances. La catégorie jaune, c'est la catégorie des stratégies oui, mais il y a un mais à considérer, faire attention et je t'expliquerai évidemment pour chaque stratégie quel est ce mais et comment tu peux t'en dépatouiller si jamais tu te lances là-dedans. Et pour la troisième catégorie, c'est un franchement non. Donc là, c'est no way, je ne te recommande pas du tout cette stratégie-là pour te lancer. Petit disclaimer, on est sur un épisode où je te partage mon point de vue. Ce n'est qu'un point de vue, ce n'est pas la science infuse. Je t'encourage, comme toujours, à toujours prendre du recul et analyser les choses en fonction de ce que tu vis toi et ce dont tu as envie. Mais j'espère surtout que cet épisode t'apportera des clés et t'aidera à déterminer ta propre stratégie pour trouver tes prochains clients. Alors c'est parti, commençons tout de suite. J'ai préparé mon petit template qui est assez sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va donc commencer. J'ai devant moi 9 stratégies à analyser et à classer. Bouche à oreille, contenu réseaux sociaux, partenariats commerciaux, mobiliser son réseau perso, la prospection ciblée, la prospection de masse, les plateformes de freelance, passer par une agence ou des collectifs, et les événements de networking. C'est parti, on commence par le bouche à oreille. Alors pour moi, le bouche à oreille, c'est oui, mais. Le bouche à oreille, c'est quelque chose de formidable parce que, grosso modo, tu obtiens des clients sans faire grand-chose parce qu'on va te recommander. Par exemple, tu vas parler de ton activité à un ami ou à une amie, ou tu vas avoir eu une expérience avec quelqu'un qui sait que tu es OBM ou tu lui as fait une prestation, même si elle est minime, etc. Et cette personne va parler de toi à une autre personne et cette autre personne va prendre contact avec toi. Donc voilà comment fonctionne le bouche à oreille. C'est quelque chose d'assez naturel, c'est quelque chose que tu ne vas même pas forcément faire. Alors pour moi, c'est un oui mais. Pourquoi je dis oui mais? Oui mais parce que premièrement, ce n'est pas vraiment une stratégie. Tu n'as pas la main dessus, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Mais par contre, le mais, justement, ça va être de travailler sur le contrôle de ces stratégies. Comment tu vas travailler sur le contrôle de ces stratégies? C'est que tu vas tout simplement faire en sorte que cette recommandation soit intentionnelle. Lorsque tu vas parler avec des clients en fin de mission ou alors lorsque tu vas parler à ton entourage de ton activité d'OBM, n'hésite pas à mentionner le fait qu'ils peuvent te recommander et à être très intentionnel là-dessus pour que ce soit vraiment une stratégie. Le problème avec le bouche à oreille, c'est que ça peut fonctionner mais ce n'est pas une stratégie à long terme. Donc c'est pour ça que je mets un petit bémol. Pour moi, c'est pas forcément une stratégie à part entière. On ne peut pas compter totalement là-dessus parce qu'on n'a pas la main dessus. Mais si on est intentionnel, on peut complètement intégrer cette stratégie intentionnellement à notre activité et ça reste quelque chose de positif parce que un client qui vient suite à une recommandation a plus de probabilité de signer plutôt qu'un client qui n'est pas du tout passé par un canal comme celui-ci. C'est pour ça qu'elle est quand même à considérer. Deuxième stratégie, les contenus réseaux sociaux. Alors là, pareil, je dis oui, mais. Pourquoi il y a un mais dans le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour se lancer? Quand on parle de stratégie réseaux sociaux, on parle du fait de créer du contenu organique qui permet à notre client potentiel de savoir qu'on existe
et de prendre contact avec nous pour bénéficier de nos services. Forcément, c'est une stratégie intéressante. Mais rappelez-vous qu'on est sur le contexte de quelqu'un qui débute. Et c'est là qu'arrive mon oui mais. La création de contenu, c'est quelque chose de formidable. De mon côté, j'ai démarré mon activité en créant du contenu. À l'époque, je n'étais pas freelance, j'étais coach en organisation et en productivité, donc je cherchais à fédérer une communauté et à vendre des coachings. C'était un business model totalement différent de quand j'ai commencé en tant que freelance et où je vendais de la prestation de service. Lorsque tu vends de la prestation de service, techniquement, tu vends des services et lorsque tu es OBM, tu n'as pas besoin non plus d'avoir une communauté énorme et vendre ton service à 40 personnes. C'est pour ça qu'il y a un mais. Parce que aujourd'hui, créer du contenu, ça a de la valeur lorsqu'on a une vision à long terme. C'est-à-dire exister sur le web, avoir du contenu, avoir quelque chose que vos clients, vos futurs clients, vos potentiels clients peuvent consommer pour avoir des quick wins. C'est génial. Pour que des personnes puissent pouvoir vous découvrir sans que vous ayez à les démarcher. Maintenant, c'est une stratégie qui demande beaucoup de temps, qui nécessite de l'effort. Et lorsqu'on démarre son activité, je ne pense pas que ce soit la stratégie à prioriser tout simplement parce qu'elle est chronophage et qu'elle apporte des résultats plutôt à long terme. Si tu veux du résultat à court terme, ce n'est pas la stratégie à privilégier en termes de consécration pour trouver tes premiers clients. Mais si tu envisages d'avoir une présence sur le web sur le long terme, c'est une stratégie à considérer. Alors, à toi de voir le dosage, à toi de choisir un format avec lequel tu es aligné, mais pour moi, c'est pas totalement un non parce que clairement, ça a été prouvé ces dernières années. Pour trouver des clients, les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., ça a une grosse valeur ajoutée, mais je dirais plus que ce n'est pas ce que tu dois prioriser. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros mais. Et si tu souhaites honnêtement te lancer dans la création de contenu pour trouver tes clients, en tant qu'Online Business Manager, je te conseille fortement de privilégier LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn va te permettre de créer du contenu que tu vas pouvoir épingler sur ton profil. Tu n'as pas besoin d'être présente tous les jours pour être repérée. LinkedIn est un profil professionnel où potentiellement la cible, notre cible en tant qu'Online Business Manager, nos cibles s'y trouvent. Et sur LinkedIn, le simple fait d'avoir son profil optimisé avec une bonne bio, etc., peut permettre à quelqu'un qui recherche un profil comme le tien, de pouvoir tomber sur ton compte, voir tes anciens contenus et peut-être te contacter. Donc, si tu veux te lancer dans la création de contenu, je te conseille de privilégier LinkedIn. Mais attention, c'est une stratégie pour le long terme et ce n'est pas forcément la bonne stratégie pour trouver des clients rapidement. Donc, on a deux stratégies dans le oui mais. Troisième stratégie, les partenariats commerciaux. Alors les partenariats commerciaux, pour moi, c'est un grand oui. Qu'est-ce que je veux dire par partenariats commerciaux? On parle de personnes, d'entreprises, de freelance, d'entrepreneurs avec qui tu vas collaborer, avec qui tu vas avoir un contrat commercial. Ça peut être des OBM qui sont full, qui vont pouvoir te recommander pour avoir peut-être des clients. Ça peut être des personnes freelance, mais qui ne sont pas du même métier que toi, par exemple des assistantes virtuelles, des consultants SEO, peu importe, des fonctions qui peuvent te recommander en tant qu'OBM. Et tu vas explicitement formaliser des contrats d'apport d'affaires avec ces personnes-là pour que tu puisses être recommandé et que eux aussi puissent avoir un win lorsqu'ils te recommandent. Donc, dans la catégorie partenariats commerciaux, on a toutes les personnes qui peuvent te recommander, mais alors là, on va beaucoup plus loin. Ce sont des personnes qui ont vraiment un partenariat avec toi et qui vont eux aussi gagner quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une commission ou alors tu vas leur apporter quelque chose de particulier. Donc ça, pour moi, c'est une stratégie sur laquelle il est intéressant de miser lorsqu'on démarre. Je dirais que c'est une version plus stratégique et plus intentionnelle de la stratégie de recommandation qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, une vraie stratégie. Tisser des partenariats commerciaux. Autour de vous, vous avez forcément des personnes qui peuvent vous recommander et derrière seraient contents de toucher peut-être une commission, d'avoir quelque chose de gagnant-gagnant. Alors n'hésitez pas à développer ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Quatrième stratégie, mobiliser son réseau personnel. Alors ça, pour moi, ce sera un grand oui. Lorsque tu débutes, ton premier asset, c'est ton réseau perso. Et vraiment, ne te dis pas, mais je connais personne dans le business en ligne, mais je connais personne qui fait ceci, qui fait cela, qui s'y connaît en entrepreneuriat. Attention, crois-moi que tu peux avoir de belles surprises. Lorsque j'ai commencé en tant qu'Online Business Manager, étant donné que j'avais une activité de coach en productivité avant, j'étais en train de pivoter mon activité et j'ai trouvé ma première cliente dans mon réseau tout simplement en parlant de ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé à dire que j'aimerais me lancer en tant qu'OBM, j'ai commencé à parler de ce que c'était et c'est comme ça que j'ai généré ma première opportunité
parce qu'une entrepreneuse de mon réseau allait se lancer et elle aussi pivoter d'activité et avait besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer ce switch. J'ai eu ce premier contrat qui est tout simplement arrivé du fait que j'ai parlé à mon réseau de ce que je faisais. Alors, lorsque tu te lances, même quand tu n'as pas un réseau qui te semble qualifié, je t'assure que ça reste stratégique, ça reste intéressant d'envoyer un email, de contacter, de parler à ces personnes de ce que tu penses faire. Parce que peut-être que ce ne sera pas cette personne qui va te recruter directement dans sa boîte en tant qu'OBM, mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, peut-être qu'elle va te mettre en relation avec quelqu'un, peut-être que plus tard cette personne sera ta cliente. Tu ne sais pas ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, n'hésite pas à mobiliser ton réseau personnel en parlant tout simplement, naturellement, de ce que tu comptes faire, de ce que tu vas faire. Ça ne coûte rien et crois-moi que tu peux avoir de très belles surprises. Donc ça vraiment, un grand oui lorsqu'on débute. Cinquième stratégie que l'on va voir ensemble, c'est la prospection ciblée. La prospection ciblée, évidemment, pour moi, c'est un grand oui. Tout à l'heure, on parlait de la création de contenu qui est une stratégie qui est intéressante, mais qui ne va pas te permettre d'avoir des résultats tout de suite. Là où la prospection est une stratégie qui te permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la prospection. C'est quelque chose qui s'apprend. Mais lorsque je parle de prospection ciblée, on verra tout à l'heure la prospection de masse. La prospection ciblée est quelque chose de merveilleux. Parce que tu vas prendre le temps d'analyser le profil de tes prospects potentiels et leur proposer tout simplement tes services et voir si tu peux répondre à un de leurs besoins et faire finalement du win-win. La prospection ciblée, ce n'est finalement rien d'autre que prendre le temps d'analyser tes prospects potentiels, ta cible potentielle, et leur proposer tes services de manière très spécifique, de manière très ciblée. Et ça, évidemment, pour moi, c'est un grand oui. C'est ce que je recommande à toute personne qui débute, même quand on n'est pas à l'aise avec la prospection, mais pour trouver son premier client, quand on n'a aucun historique sur le web et qu'on veut aller rapidement, c'est clairement le meilleur moyen, même si c'est inconfortable. J'aurais aimé te dire, mais non, ne prospecte pas. Attire à toi tes premiers clients, etc. Bien sûr, on a vu que tu pouvais tisser des partenariats commerciaux, on a vu que tu pouvais mobiliser ton réseau personnel, mais la prospection ciblée quand elle est bien faite, c'est un vrai atout. Et vraiment, je travaille à fond dans le projet OBM à encourager les personnes qui se lancent à se réconcilier avec la prospection parce que lorsqu'on prend du recul, et là c'est vraiment quelqu'un qui était allergique à ça qui vous en parle, lorsqu'on prend du recul, et qu'on réalise que finalement la prospection ciblée, quand elle est bien faite, c'est juste faire connaître ton offre à quelqu'un qui en a besoin. Enfin, ça finit par être quelque chose de merveilleux et on finit par se réconcilier avec la chose. Donc voilà, la prospection ciblée a un grand oui pour moi. Sixième stratégie qu'on va voir ensemble, la prospection de masse. Et là, bien évidemment pour moi, c'est un franchement non lorsqu'on débute. Quand je parle de prospection de masse, c'est que tu vas passer par des outils ou tu vas passer par ChatGPT, par des automatisations, je sais pas, tu vas prendre une liste de prospects que tu n'as même pas qualifiés, que tu n'as même pas ciblés et tu vas leur envoyer des DM ou des emails en masse qui ne seront pas personnalisés, qui ne vont pas avoir d'âme parce que ton but, ça va être de faire de la masse, par exemple, contacter 100 personnes par jour et essayer, voilà, d'avoir leur attention et te dire que finalement, ça va être mathématique. Si tu contactes 100 personnes par jour, effectivement, au bout d'un moment, mathématiquement, une des personnes va peut-être mordre à l'hameçon et tu vas avoir ton premier client, etc. Donc là, je le mets dans franchement non parce que c'est ma conviction. C'est quelque chose qui ne fit pas du tout avec mes valeurs. Je trouve ça d'ailleurs tellement désastreux, ces messages que je reçois par centaines tous les mois sur mon compte et si on avançait, où j'ai quand même pas mal d'abonnés, donc je me fais tout le temps démarcher par des personnes qui font de la prospection de masse et ça commence toujours comme ça. Hello, et si on avançait, j'ai vu que tu faisais du coaching, je fais ça, blablabla. Est-ce que tu penses que nan. Franchement, ce sont des messages que je nexte littéralement. Je ne prends même plus aujourd'hui la peine de répondre à ce type de messages qui ne sont pas personnalisés. J'ai vu que tu faisais du coaching, je ne fais plus de coaching. Regarde ce que je fais, regarde ce que je propose. Bref, je déteste ce type de prospection, moi, à titre personnel. Maintenant, la vérité, la réalité, tu le sais, je te dis toujours de nuancer, c'est que beaucoup de personnes arrivent à trouver des clients en faisant de la prospection de masse. Je suis pas en train de te dire que ça ne fonctionne pas. Je suis en train de te dire que je trouve que c'est dommage pour une posture comme la nôtre en tant qu'online manager où le but c'est de travailler avec des clients qu'on apprécie, sur des business qu'on aime, montrer une posture vraiment plus stratégique. On n'est pas le freelance qui va vendre des templates, qui va vendre une prestation sans aucune valeur. On est sur des postures où on va créer un vrai relationnel avec nos clients. Bah, je trouve dommage
de passer par de la prospection de masse pour faire ce type de prestation, mais ce n'est que mon avis. Donc pour moi, c'est franchement non. Septième stratégie, les plateformes de freelance. Quand je parle de plateformes de freelance, je pense à ComeUp, à la plateforme Malte. Ce sont des plateformes qui vont te permettre d'être mis en relation avec des dirigeants et c'est un peu comme un catalogue. Un dirigeant, quelqu'un qui a besoin d'une prestation, va aller sur ce site web et va chercher tout simplement à voir s'il y a un profil qui correspond à ses attentes. Donc là, je vais mettre, j'hésite entre oui mais ou un grand oui. Vous savez quoi, je vais mettre un grand oui. Un grand oui parce que pour moi, ça ne coûte rien d'être présent. Je me dis que lorsqu'on débute, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté. Donc n'hésitez pas à mettre votre compte. En fait, non, je vais mettre oui mais. Change d'avis. Je change d'avis parce qu'en fait, je mets un mais. En fait, oui, tu peux créer. Tu peux créer ton profil sur cette plateforme, Malte, etc. C'est plutôt bien. Tu es présente quelque part. Mais il y a un mais. C'est que, il faut savoir que c'est une plateforme qui te met en concurrence avec beaucoup d'autres freelances, premièrement. Et que très souvent, étant donné que il n'y a pas la possibilité de voir vraiment ton travail, etc. Beaucoup de personnes passant sur ces plateformes-là vont te mettre en concurrence par rapport au prix en fait. Et ça, voilà, il faut en avoir conscience. Aussi, je sais que, parce que moi, c'est pas une stratégie que j'ai développée de mon côté, je ne m'y connais pas. Il y a des freelances qui ne passent que par ce type de plateforme et pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça dépend de ta typologie de client aussi. C'est pour ça que j'ai mis un mais. Parce que si tu veux travailler avec des artisans, etc., je sais pas si ils vont se retrouver ici. Les personnes qui utilisent des plateformes comme Malte, etc., c'est pas forcément la typologie de client que tu vas attirer. Donc, si tu sais que ton client potentiel passe par Malte, passe par ComeUp, etc., why not? Mais face à des personnes qui ne voient que, voilà, ton prix, parce qu'on peut filtrer par prix, etc., et donc tu peux ne pas être choisi pour tes vraies compétences. Tu es en concurrence avec d'autres freelances. Et puis, j'imagine que ce type de plateforme, tu dois mettre en place aussi une stratégie. Tu dois être visible, tu dois peut-être faire des posts sponsorisés, tu dois faire en sorte d'avoir des bonnes recommandations. Et finalement, bref, il y a des choses à prendre en compte. Ça reste une option. Personnellement, je n'ai jamais testé, je n'ai pas de profil là-dessus, mais je sais que si ça existe et de ce que je vois aussi, parce que des fois je vais faire des veilles, il m'est arrivé aussi pour certains clients de recruter des freelances via Malte par exemple, et donc ça veut dire que ça fonctionne, puisque j'ai moi-même en tant que OBM recruté des prestations via Malte, mais voilà, on filtrait en regardant le CV de la personne, etc. Donc c'est pour ça que ça reste intéressant, mais je mets un petit mais parce que pour moi c'est pas quelque chose de passif. Attention à prendre en compte, voilà, le côté stratégie. Tu vois, là, je suis en train de me dire, est-ce que je passerai pas à un grand oui? Bref, vous savez quoi? Je vais mettre ça ici. Voilà, c'est Marielle, l'indécise. Mais au moins, vous voyez bien où je veux situer ça. Huitième et avant-dernière stratégie, passer par une agence ou des collectifs. Alors ici, je vais mettre un oui, mais. Et là, je suis sûre de mon oui, mais. J'ai fait pas mal de collaborations avec Damien Grangien, le fondateur de la plateforme, l'incubateur, l'accélérateur Plateia. Plateia, vous l'avez peut-être déjà vu si vous vous documentez sur le métier d'OBM. C'est un site web très bien référencé puisque Damien fait un vrai travail en termes d'optimisation de SEO, etc. sur les mots-clés liés à notre métier d'OBM. Je collabore pas mal avec lui parce qu'il me fait confiance. Il trouve que ma formation est qualitative et moi aussi, je trouve que ce qu'il apporte sur le marché de mise en relation, en tout cas, entre des freelances compétents et des TPE et des PME dans des métiers comme l'office manager, les assistantes virtuelles, le métier d'OBM, etc. C'est hyper riche, donc on échange beaucoup sur tout ça. Ce que je constate, c'est que oui, être présente sur une plateforme, dans une agence à peu près, dans un collectif aussi. Quand je parle de collectif, c'est que des fois il y a des collectifs de freelance aussi. Ça peut être bien parce qu'on peut être recommandé et on peut faire appel à toi en tant qu'online base manager lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une prestation. Mais attention, il faut se rendre compte que ce n'est pas une stratégie en soi. C'est pas quelque chose de passif. Et pourquoi je vous parlais de Damien? Parce que très souvent, je parle avec lui et il y a pas mal de freelance, pas mal d'OBM, pas mal d'entrepreneurs qui croient tout simplement qu'en passant par ce type de prestation, ils s'assurent d'avoir en fait des services qui tombent comme ça et des opportunités qui vont saisir, etc. et que ce sera plus facile. Pas du tout. D'ailleurs, le problème de ce type de plateforme, c'est que vous allez avoir plein de personnes qui sont dans cet état d'esprit, et lorsqu'il va y avoir une offre, tout le monde va se jeter dessus, et voilà quoi. À aucun moment, faire partie d'une agence ou faire partie d'un collectif va
te garantir d'avoir une mission. Donc, il faut l'avoir en tête. Et pour moi, c'est pas forcément une stratégie où il faut y aller all-in et passivement se dire, ben, je fais partie de cette agence, je me suis inscrite sur ce site-là, donc voilà, c'est ma stratégie et j'attends d'être cueillie, j'attends d'avoir une mission. Pas du tout. Oui, tu peux passer par ce type de prestation, tu peux passer par Platea, tu peux passer par une agence qui peut te mettre en relation, une agence d'OBM, etc. Mais je trouve que c'est un moyen qui est pas assez proactif et que c'est pas une stratégie tangible si tu veux vraiment mener ton activité, faire décoller ton activité et vraiment pas te prendre ta casquette d'entrepreneuse. Donc, attention à ce type d'option qui peut être intéressant, mais voilà. Et puis, on va terminer par la 9e et dernière stratégie, le networking. Qu'est-ce que c'est que le networking? C'est tout simplement de faire partie d'un réseau où vous allez connecter souvent en présentiel, même s'il y a des réseaux qui se font en distanciel, mais la plupart des événements de networking, ben voilà, ce sont des after-work, où vous allez participer à des événements, connecter avec d'autres entrepreneurs qui sont vos potentiels clients, ou alors ils vont être des prescripteurs. Et donc, le but, c'est lors de ces événements, connecter vraiment avec les gens et du coup, tisser des partenariats commerciaux ou alors trouver vos clients lors de ces networking. Alors ça, pour moi, c'est un oui mais. Pour moi, c'est un oui mais. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est intéressante, mais en se disant que là, on est en train de construire quelque chose de long terme. Et aussi, c'est une stratégie qui est intéressante, mais uniquement si tu es vraiment stratégique. Parce que ce qui se passe, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'OBM, notamment au sein de projets OBM, qui vont partir sur ces stratégies parce qu'elles trouvent qu'elles ont vraiment un bon relationnel, etc. Mais si elles ne sont pas intentionnelles, elles passent juste du temps à faire des événements, à connecter avec des personnes, mais derrière, ça ne génère pas vraiment des bonnes opportunités, ça ne génère pas vraiment des contrats d'OBM, parce qu'au final, ça manque de stratégie. Donc, lorsque tu décides de miser sur le networking dans ta ville parce que tu sais que il y a tel collectif qui est intéressant, que tu as envie de participer au réseau pour générer des opportunités, sois stratégique. Il faut oser être intentionnel. Il faut oser avoir ta carte de visite ou j'en sais rien, oser parler de tes services, oser avoir en tête que tu vas devoir être proactif et que le networking ne va pas te soustraire de te vendre d'une façon ou d'une autre. Donc oui, mais le mais, il est lié au fait que généralement, c'est pas forcément un gage de résultat rapide et aussi, qu'il faut tout simplement prendre en compte que tu vas devoir te mouiller et que ça va te demander quand même une posture commerciale un peu similaire à la prospection. Donc voilà pour cette dernière stratégie. Ces 9 stratégies sont clairement les stratégies typiques que l'on retrouve dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, pour trouver tout simplement ses clients. Si on refait le point, on retrouve dans un grand oui les partenariats commerciaux, le fait de mettre en place des contrats commerciaux d'apport d'affaires avec des personnes qui peuvent te prescrire et donc faire du win-win. Le réseau personnel, le fait de parler de ce que tu fais à ton entourage, à ton réseau perso, vraiment prendre le temps de lister les personnes que tu peux contacter pour parler de ce que tu fais. La prospection ciblée, ça, c'est un grand oui pour démarrer. Je te conseille de partir à fond sur ça. Oui, mais on retrouve le bouche à oreille, le contenu réseaux sociaux, les plateformes de freelance, les agences ou les collectifs et les événements de networking. Pourquoi ces stratégies sont rangées dans la catégorie oui mais c'est parce que très souvent, ce sont des stratégies qui ne vont pas te permettre un résultat rapide et pour lesquelles aussi il faut prendre en compte le temps que ça prend. Par exemple, le contenu sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Les événements de networking, ça prend du temps. Et puis, ça te demande de développer d'autres compétences, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un oui mais. Et puis, le franchement non, c'est la prospection de masse parce que je trouve que déjà en termes de valeur et d'éthique, c'est pas quelque chose qui me parle, mais que pour notre posture d'OBM, on passe à côté de quelque chose en passant par ce type de stratégie. Alors voilà tout pour cet épisode de podcast. J'espère que ces stratégies te parlent, que ça t'aide à avoir des pistes, à réfléchir à ce que tu peux mettre en place pour trouver tes prochains clients. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te proposer cette vidéo et en plus ce format comme ça, c'était assez sympa à tourner. D'ailleurs, si tu aimes ce podcast et si tu regardes ce podcast aussi sur YouTube, pense à t'abonner, pense à liker la vidéo et pense aussi à laisser un commentaire. Je veux bien d'ailleurs avoir ton avis sur ce que j'ai pu partager. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as un autre avis? N'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires. Et si tu veux en savoir plus sur le métier d'OBM, je t'invite à télécharger aussi le guide gratuit. Tu retrouveras le lien dans les notes de l'épisode, sous la vidéo. C'est un guide qui parle du métier d'OBM. Si c'est quelque chose que tu découvres, si c'est quelque chose que tu as envie d'approfondir, voilà, n'hésite pas
à télécharger ce guide pour aller plus loin. Allez, maintenant, je vais m'arrêter là et puis je te donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!